Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Christian Piquet qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de nous accueillir ici dans les locaux du Parti communiste français à Basso-Cambo. Alors on va commencer par vous présenter un petit peu et puis après on va parler bien sûr de cette campagne et de vos idées. Vous êtes né à Paris en 1952. Christian Piquet, c'est pas votre vrai nom, hein, j'ai cru comprendre. Oui, j'ai un nom de plume parce que ma profession est d'être journaliste. Quand j'étais journaliste, jeune journaliste, j'ai écrit des articles un peu détonnants sur l'extrême droite, qui m'ont valu quelques menaces, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai effectivement adopté un nom de plume, comme beaucoup. Donc, du coup, vous l'avez gardé encore maintenant. Voilà, je suis devenu Christian Piquet. D'accord. Alors, 1968, cette date, vous quittez les jeunesses communistes pour la Ligue communiste. Ça s'appelait pas encore Ligue communiste révolutionnaire. Pourquoi justement vous engagez en politique là à ce moment-là? Parce que 68 c'est un grand moment, quand on est un jeune lycéen, même quand on est un salarié plus mûr, c'est un grand moment et j'ai le sentiment à ce moment-là que le parti auquel j'appartiens ne fait pas tout pour donner une perspective politique à ce mouvement. Et donc ma révolte, ma conviction, mon désir de changer le monde de l'époque me conduisent effectivement à aller plutôt vers la famille politique qu'incarne à l'époque Alain Krivine. Et dès le départ, qu'est-ce qui a fait que la politique ça vous a attiré? Oh, c'est une vieille histoire familiale. Je suis d'une vieille famille de gauche, toujours de gauche, socialiste, communiste, très marqué par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puisque ma mère était juive, donc tout ça c'est un antécédent familial qui fait que très tôt je ne peux me résigner à l'injustice. Voilà. Quand je vois, vous voyez, avant mon engagement politique, un grand-père qui n'a pas sa retraite intégrale parce qu'il tombe en longue maladie 3 mois simplement avant l'échéance, vous comprenez que ce monde marche à l'envers et donc vous êtes révolté naturellement. Voilà, un sentiment de révolte. Et d'ailleurs, entre 71 et 79, vous tentez de faire une scission, on peut appeler ça comme ça, en créant Révolution. C'était quoi l'idée? L'idée, c'est que je trouvais que la Ligue communiste à l'époque était trop repliée sur l'idée qu'il fallait constituer autour d'elle un noyau qui devait se préparer à la Révolution. J'étais plus déjà dans une perspective large, l'idée qu'il fallait rassembler plus de forces, qu'il fallait s'appuyer sur les forces du mouvement social, voilà. Et donc pendant quelques années, avec des gens qui aujourd'hui se retrouvent sous d'autres bannières politiques, Alain Lipietz, Martine Billard, nous avons tenté l'expérience de Révolution, devenue ensuite l'Organisation communiste des travailleurs. Et je suis revenu à la Ligue communiste révolutionnaire en 1980. Voilà, en 1980. On a l'impression que votre parcours politique, il est un petit peu comme ça, hein. On tente scission, on revient, on tente scission, on revient. En 2007, vous créez Unir, par exemple. C'était quoi l'idée là aussi? C'est un peu la même chose? C'est un peu la même chose. Vous voyez, je suis finalement, depuis assez longtemps, convaincu qu'il faut rassembler. Ne pas rester dans sa chapelle, ne pas céder à la tentation si forte à l'extrême gauche de l'enclavement groupusculaire. Donc, dans des conditions évidemment totalement différentes, dans les années 90, 2000, 2005, l'idée c'est que le monde a changé, que à gauche, il y a 2 grandes orientations qui se dessinent, une autour de la direction du Parti socialiste et des écologistes, des Verts, qui en gros s'adaptent à l'ordre libéral dominant, et puis une autre qui regroupe une variété de gens qui viennent du socialisme républicain historique, de la tradition communiste, de l'extrême gauche, qui veulent justement conserver l'idée que le capitalisme n'est pas un horizon indépassable, qu'il faut changer le monde, rompre radicalement avec un capitalisme plus prédateur qu'il ne l'a jamais été. Ce qui me fait créer Unir, effectivement, à l'intérieur de la Ligue communiste révolutionnaire, c'est le fait que mes camarades, Alain Krivine, Olivier Besancenot, loupent, à mon avis, les lendemains de cette grande bataille contre le traité constitutionnel européen, la victoire du non, la formidable campagne du non de gauche, il était possible là de rassembler du Parti communiste au secteur de gauche du Parti socialiste et des écologistes. Ils le loupent.
à partir de l'idée qu'il faut qu'ils aient leur propre candidature à l'élection présidentielle. Et là, je dis trop c'est trop. Ça ne correspond pas à cette idée d'ouverture que j'ai de la politique. Ça ne correspond pas à l'intérêt général de la gauche. Je pense qu'on va en parler. Et donc, je rentre dans une bataille, effectivement, pour... qui me fait être aujourd'hui au front de gauche et à la gauche unitaire, pour que toutes les forces qui veulent en finir avec un système synonyme d'injustice toujours plus grande se rassemblent. Du coup, au niveau du NPA, on dit que vous êtes parti, vous dites que vous avez été évincé. La vérité, c'est quoi finalement? Écoutez, la vérité, c'est que d'abord, j'ai été licencié dans des conditions où il a fallu me défendre pour pouvoir respecter par ma famille politique le simple droit du travail. Ensuite, j'ai été effectivement évincé de la direction du nouveau parti anticapitaliste à sa fondation, dans des conditions qui constituaient pour moi une rupture avec la tradition profondément démocratique qui avait été celle de la LCR tout au long de son histoire. Dans ces conditions-là, face au fait que le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et le parti communiste avec Marie-Georges Buffet constituent le front de gauche, nous disons, la minorité du NPA dit il ne faut pas louper cette occasion inédite de voir au cœur de la gauche s'affirmer une gauche qui soit simplement de gauche. Notre place était là, encore une fois, parce que ma vision de la politique, c'est pas les petites tambouilles, chacun dans sa cuisine, c'est au contraire essayer de répondre à l'intérêt général, à l'intérêt de celles et ceux pour lesquels nous disons nous battre, c'est-à-dire la majorité de la population, la majorité des salariés, des jeunes, des chômeurs, des petits agriculteurs. Alors avant de parler des objectifs et surtout du programme, je vais poser la question qui fâche. On dit que vous avez été parachuté. Comment vous le prenez ça? Écoutez, on pourrait dire que j'ai été parachuté si je n'avais rigoureusement aucune attache dans cette région. Or, tout jeune homme, tout jeune étudiant, mes premières classes, pratiquement, je les fais dans la bataille contre le camp militaire du Larzac. Vous voyez que j'ai une petite parenté avec cette région. Par ailleurs, j'ai participé à de nombreuses batailles dans cette région. Par exemple, une des dernières en date, aux côtés de José Bové, Noël Mamère, c'était le fauchage volontaire d'OGM. Vous voyez, avec Gérard Onesta aussi. Avec Gérard Onesta, absolument, avec François Simon. Bon, on n'a pas eu les mêmes parcours par la suite, mais en tout cas, sur des batailles fondamentales, j'étais ici, j'étais dans cette région. Et puis surtout, je vais vous dire... quand mes camarades du Parti communiste et du Parti de gauche me proposent de conduire l'une des trois listes dans les grandes régions de ce pays, à 8 départements comme on dit, c'est pour marquer que le Front de gauche est une réalité pluraliste. La nouveauté du Front de gauche, c'est le rassemblement. C'est que des courants de gauche qui s'étaient longtemps ignorés, méprisés, voire combattus, enfin s'accordent sur le fond politique, sur des propositions ambitieuses pour la gauche. À partir de ce moment-là, la notion de parachutage est extrêmement faible à mon avis, et surtout dans la mesure où, sur ma liste, il y a des hommes, des femmes, syndicalistes, associatifs, sans parti élus, qui sont au cœur de tous les combats de cette région, de tous les combats pour la justice, la dignité, l'égalité. Vous voyez, je m'honore par exemple d'avoir été hier soir dans un meeting à Tarbes, un beau meeting de plusieurs centaines de personnes, dans lequel mon ami Guy Pavan, cette figure de la lutte de Molex, prenait la parole, et demandez-lui à lui s'il pense que je suis un parachuté. Il vous répondra que non, parce que je suis son frère de combat. Alors on va parler d'objectifs maintenant. Il y a un sondage qui est sorti, vous êtes à 6%, à quelque chose près, c'est plutôt un mauvais score si c'est ce que vous faites dans 15 jours. Écoutez, moi, les sondages, le seul vrai sondage, c'est celui de notre souverain à tous, qui est le peuple. Il l'exprimera dans les urnes le 14 mars. Ce que je sais, c'est qu'à la même époque, l'année dernière, pour la campagne des élections européennes, mon ami Jean-Luc Mélenchon était plus bas. Dans les sondages, il a terminé dans cette région à plus de 8, avec des pointes dans certaines villes comme Tarbes par exemple à 15%, dans des pointes dans certaines communes ou dans certains cantons à 30 ou 35%. Donc si vous voulez, c'est le résultat de notre campagne qui dira le score qui est le nôtre. Les électeurs du Front de gauche, ils votent la tête d'affiche ou ils votent les idées? J'ai tendance à penser qu'ils votent pour les idées, pour le rassemblement, pour la qualité des hommes et des femmes qui sont sur la liste, et puis, bien sûr, un petit peu tout de même, pour la sincérité, la conviction, la détermination de celui qui conduit la liste. Voilà. Mais au-delà de tout ça, vous voyez, moi je constate une énorme attente. Partout où je passe,
sur les marchés, à la porte des entreprises, dans les rencontres avec les syndicalistes. Là, tout à l'heure, je vais rencontrer, dans quelques minutes après vous, je rencontre des syndicalistes qui sont victimes de plans de démantèlement du service public. Je constate qu'il y a un énorme besoin de gauche. On me dit, mais où elle est la gauche? Qu'est-ce qu'elle fait la gauche? Vous vous souvenez de la fameuse formule de Josiane Balasco? Qu'est-ce qu'elle fait la gauche? Qu'est-ce qu'elle fait la gauche quand elle abdique face à Nicolas Sarkozy avant même la première manifestation sur la question de la retraite à 60 ans, conquête s'il en est du mouvement syndical dans ce pays? Qu'est-ce qu'elle fait la gauche quand, par exemple, au Conseil régional, Martin Malvy ne vote pas le vœu que présentent les élus du Front de gauche contre la loi Bachelot de fusion des hôpitaux, alors qu'on sait très bien que ça va en termes d'aménagement du territoire, de droit à la santé, de droit des femmes à une maternité digne ou à l'interruption volontaire de grossesse. La loi Bachelot va avoir des conséquences catastrophiques. Qu'est-ce qu'elle fait la gauche? Voilà. Vous faites partie de ces candidats finalement qui disent qu'il faut porter le débat au niveau national? C'est un enjeu national, les régions. C'est un enjeu national d'abord parce que Sarkozy a dit que ce serait pour lui un référendum pour ou contre sa politique. C'est lui qui convoque Madame Pécresse à l'Élysée pour lui remonter les bretelles, parce qu'il juge que la défaite programmée de Madame Pécresse va nuire à sa politique. Donc c'est un enjeu national. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas politiser cette échéance, puisque la droite la politise. Ensuite, les régions ne sont pas simplement des cadres neutres. Ce sont des cadres où se mettent en place des politiques. Ce qu'on attend de la gauche, quand le suffrage populaire lui donne une majorité, ce qu'on attend de la gauche, c'est qu'elle soit un bouclier face aux politiques de la droite. C'est qu'elle mette en œuvre, dans son champ de compétences, c'est qu'elle mette en œuvre des mesures, des propositions qui soient autant de brèches dans les politiques de destruction sociale, de casse de l'emploi qu'on voit se déployer à l'échelle du pays. Et ce qu'on attend de la gauche, c'est que les régions, instances politiques, puisqu'élus par les citoyens, mettent tout leur poids dans la bataille au plan régional comme national pour faire reculer ce gouvernement. Vous voyez par exemple dans cette région, on peut dire que le bilan de la région, qui est un bilan que nous partageons, puisque c'est mon ami Charles Marziani qui était le vice-président au transport, le bilan de la région sur la question du développement des TER est assez positif. Mais de quoi souffre cette région? Elle souffre du fait qu'aujourd'hui, elle se trouve confrontée à une entreprise nationale, la SNCF, qui s'auto-déréglemente, qui s'auto-privatise et qui défère vers les régions de plus en plus de contraintes qui devraient être celles de la société nationale. Une région, 20 régions à gauche, ou même pourquoi pas 22, puisque Martine Aubry dit qu'on peut conquérir 22 régions, nous disons banco. Des régions à gauche aujourd'hui, ce seraient des régions qui mettraient tout leur poids politique dans la bataille au plan national pour faire reculer le gouvernement sur la privatisation de cette grande entreprise nationale qu'est la SNCF. Donc c'est une élection nationale, avec des enjeux locaux, parce qu'on discute aussi de la manière dont on va pouvoir déployer dans le champ de compétences des régions des politiques qui aillent à rebours de ce qui se fait de la part de M. Sarkozy au plan national. Il faut que les régions, dans leur champ de compétences, fassent exactement le contraire d'une politique qui, au plan national, consiste à tout brader aux actionnaires du CAC 40, aux copains du Fouquet's. Alors ça c'est très intéressant parce que beaucoup de candidats mettent l'emploi comme thème principal de leur campagne. L'autre jour on l'a vu sur France 3 lors du débat, le Grand Orat, Martin Malvy disait que l'emploi ne faisait pas partie de l'attribution des régions. Vous pensez comme lui? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Écoutez, il y a 150 millions d'euros qui sont attribués chaque année à l'économie. Sur ces 150 millions d'euros, on peut, pour l'emploi, conduire des politiques qui essaient de soustraire cette région à l'emprise des marchés financiers, alors que les entreprises sont en train, dans notre région, de passer de plus en plus sous la coupe des marchés financiers. Nous, voyez-vous, nous préconisons, parce qu'effectivement, l'emploi, c'est Molex, Péchinet, demain Frisquel, bon, on voit bien, on a des régions entières qui sont en train de devenir des véritables déserts industriels, des départements entiers qui sont en train de devenir des déserts industriels. Nous préconisons, en premier lieu, de revoir l'attribution des aides publiques aux entreprises. Nous voulons désormais que les aides publiques aux entreprises soient conditionnées à des critères sociaux et environnementaux stricts.
en matière de droit du travail, en matière de salaire pour les travailleurs, en matière effectivement d'exigences écologiques. Nous voulons que ces aides soient conditionnées au fait que les entreprises s'engagent à ne ni licencier ni délocaliser pour le profit de leurs actionnaires, comme ça se passe. Première mesure concrète qui peut être appliquée dans le champ de compétences de la région. De la même manière, tout le monde voit bien aujourd'hui que les banques exercent par l'intermédiaire du crédit une emprise sur les petites et moyennes entreprises. Nous disons qu'il faut un fonds emploi-formation, fonds régional emploi-formation, qui permette de desserrer les taux en matière de crédit sur le tissu des petites et moyennes entreprises. Et enfin, en matière d'emploi, nous disons qu'il faut sortir de la logique des pôles de compétitivité. Depuis 2006, on a donné à ces pôles de compétitivité 16,5 millions d'euros. Martin Malvy, sur le plateau de France 3, me disait c'est le nec plus ultra de la modernité économique. Sauf que lui-même reconnaît que dans ces pôles de compétitivité, le patronat fait totalement la loi, sans le moindre contrôle, ni des salariés, ni des élus. Et que de surcroît, ces pôles de compétitivité aboutissent à mettre en concurrence les territoires et les salariés entre eux. Il faut sortir de là. Substituer à ces pôles de compétitivité des pôles de coopération et de mutualisation chargés de relocaliser l'emploi au plus près des bassins d'emploi. Voilà ce qu'on peut faire avec les sommes du budget consacré à l'économie qui permettent encore une fois d'ouvrir une brèche dans ces logiques libérales de déréglementation, de privatisation, de délocalisation dont nous sommes victimes. Bon, juste avant de se quitter, il me reste 3 questions. C'est 3 questions que j'ai posées à tous les candidats. Bon. Vous avez 2-3 minutes pour y répondre. La première question, de quel œil vous voyez la suppression de la taxe professionnelle? La deuxième question sera, doit-on construire l'axe autoroutier entre Toulouse et Castres? Et la dernière, pour ou contre l'ours? Première question, la taxe professionnelle, c'est ça? Écoutez, je vois d'un mauvais œil parce que je vois que tout ça s'insère dans une politique qui consiste à étrangler les derniers espaces de souveraineté qui demeurent aux échelons locaux. Tout ça pour que le pouvoir central puisse demain avoir des collectivités, c'est ça la réforme de Sarkozy, des collectivités territoriales dont le parcours sera fléché et qui seront contraintes d'appliquer à l'échelon local les politiques décidées au plan national, donc par la droite, et qui auront l'onction de la Commission européenne à Bruxelles. Bon, c'est pas possible. Nous sommes pour une réforme de la fiscalité fortement redistributive, avec une taxation des entreprises qui aille notamment vers le développement des territoires, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est non, 3 fois non, 10 fois non à la suppression de la taxe professionnelle. Aucun crédit à accorder à M. Sarkozy quand il dit qu'il y aura des mesures transitoires qui permettront de compenser cette perte. Il faut que les régions aient le moyen de conduire souverainement dans leur champ de compétences, c'est le minimum de la démocratie, dans leur champ de compétences, des politiques qui puissent être du domaine de l'intérêt général et qui ne se voient pas imposer ce que veulent les actionnaires pour lesquels travaille M. Sarkozy. Autoroute entre Toulouse et Castres? L'autoroute, nous, on est pour la priorité au rail. Voilà. Donc on est contre le tout autoroutier pour des raisons sociales, pour des raisons de nuisance, pour des raisons environnementales. La priorité doit être donnée aujourd'hui au maximum au transport collectif et au transport par rail dans le domaine des marchandises comme des voyageurs. Mais on en revient à ce que je vous disais. Ça suppose que les régions s'engagent de manière volontariste, mais ça suppose aussi qu'il existe à la tête de ce pays une grande entreprise nationale qui soit capable de conduire une grande politique nationale en faveur du rail. Bon, et donc très rapidement, pour l'ours, réintroduction ou pas réintroduction? Écoutez, moi, j'ai pas de position de principe sur cette question. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas discuter d'une question de cette nature sans auparavant mener une concertation approfondie, un débat approfondi avec les premiers intéressés, les populations, les bergers, les agriculteurs. Donc la question de la réintroduction d'espèces animales de ce type, aujourd'hui de l'ours, demain pourquoi pas du loup, peut correspondre effectivement à des exigences écologiques, d'équilibre naturel. Bon, en même temps, ça ne peut pas se faire au détriment des populations. Donc il y a besoin d'un débat où les choses soient discutées, les termes du problème mis à plat, où les alternatives soient réfléchies. Et en cette matière, comme en toutes les autres, c'est un des points fondamentaux de notre programme, il faut que la région change son rapport aux citoyens. La région ne doit plus, les élus ne doivent plus être ceux qui viennent une fois de temps en temps rendre compte de leur mandat et informer simplement les citoyens de ce qui a été fait en dehors d'eux. Les grandes décisions doivent être prises après débat public en amont
avec les premiers intéressés. S'agissant du développement économique, les organisations syndicales de travailleurs, s'agissant de problèmes comme celui que sur lequel vous me sollicitez, les associations, les populations, les citoyens, les élus. Voilà. Donc le préalable, c'est que les citoyens puissent redevenir effectivement acteurs et décideurs des grands choix qui s'imposent à la région. Bon, mais merci beaucoup, Christian Piquet. Rendez-vous donc au deuxième tour? Mais écoutez, au deuxième tour, moi je suis pour que la gauche soit rassemblée. Mais l'enjeu du premier tour, c'est qu'au sein de la gauche, une force bien à gauche pèse de manière à ce qu'une politique de gauche, plus ambitieuse que celle qui a été mise en place depuis 2004, une politique de gauche puisse imprimer sa marque à la politique de la région. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulousain.